Alors, docteur Massimo Fumagalli, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu Sino Medica? Bon, oui, bonjour, moi je suis médecin, j'ai étudié à Bâle la médecine normale. J'ai fait, après un peu de temps de chirurgie dans les hôpitaux suisses, j'ai fait aussi une année, j'ai passé pendant les études à la cinquième année, une année en Inde à travailler dans des hôpitaux dans la chirurgie. J'ai travaillé aussi avec Mère Thérèse, j'ai fait plusieurs expériences, mais bon, ça c'est à côté. Et disons, après la médecine, après la chirurgie, j'ai décidé de partir pour la Chine. Je suis allé à Pékin, j'ai étudié une année le chinois à Taïwan. Je suis revenu à Pékin, j'ai fait 2 ans d'études à l'université de médecine chinoise en chinois. Après, on est parti de Pékin et on est allé vivre à New York, où j'ai fait un autre 3 ans d'études à l'université à New York de médecine traditionnelle chinoise, qui s'appelle Pacific College of Oriental Medicine. Donc, j'ai fait les diplômes américains, les diplômes chinois, les diplômes suisses. Et après tout ça, de médecine traditionnelle chinoise, d'acupuncture et de phytothérapie, après tout ça, on est rentré en Suisse. Je suis rentré en Suisse et j'ai commencé à ouvrir un cabinet au Tessin de médecine traditionnelle chinoise. Après, j'en ai ouvert un deuxième et là, aujourd'hui, on en est à 6 des cabinets. Et c'est des cabinets où moi, je ne travaille pas comme médecin, sauf ceux au Tessin, où on a des partenaires ou des médecins suisses qui travaillent avec nous et qui font que acupuncture et médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Aujourd'hui, le groupe, c'est des médecins. C'est un groupe fait avec des médecins, pas des thérapeutes, c'est des médecins, et qui font que médecine chinoise. Alors, la médecine chinoise, euh, quels sont ses principes et justement quel est son but? Est-ce que c'est pour soigner? Est-ce que c'est pour prévenir ou les deux? Ben, d'abord, les principes de la médecine chinoise, c'est un peu difficile de les dire. C'est comme si on regardait les principes de la médecine occidentale. Disons qu'aujourd'hui, la médecine chinoise, elle a fait bon, qu'elle ait un grand historique, tout le monde le sait, mais aujourd'hui, c'est plus un truc de yin, de yang, de qi. Tout ça, on l'apprend, c'est la base, c'est presque la philosophie. Mais aujourd'hui, on parle de médecine chinoise comme on parle de médecine occidentale. On parle de système immunitaire, on parle de, de pathophysiologie, de physiologie, de biochimie, tout ça. Dans la recherche qui est très grande à niveau mondial, il y a beaucoup d'articles qui apparaissent dans les différents domaines de la santé, dans les différentes spécialités. Il y a beaucoup de recherche qui est basée sur des principes de recherche et sur des critères d'évaluation de la médecine occidentale. On confronte des résultats à tous les niveaux. Et si on parle, au moins moi, nous comme médecins, si on parle d'un argument, d'un problème, d'une pathologie par exemple, et on est confronté à des discussions avec des autres médecins ou avec des journalistes, l'idée c'est pas de parler de choses d'une façon un peu floue. Aujourd'hui, si moi je vais parler du vieux médecin chinois de Pékin qui disait que l'acupuncture soigne le mal au dos, alors plus personne ne croit. Moi, je dois commencer à parler d'inflammation, d'aiguilles qui avec l'acupuncture qu'on arrive à, je sais pas, à réduire la dimension de l'hernie discale. Il faut que je donne des pourcentages de combien de cas, comment c'est le mécanisme pathophysiologique et physiologique et thérapeutique, etc., etc., etc. Et tout ça se base sur de la recherche qui est très présente aujourd'hui dans le monde. C'est pas juste. Je vais vous donner une chiffre. Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement donne à le National Institute of Health a créé une sous-agence qui s'appelle National Commission of Complementary and Alternative Medicine, qui a un budget de recherche, je crois, autour de 150 millions de dollars par année, que le gouvernement donne à des institutions comme Berkeley University, Columbia University, 4 ou 5 dans tous les États-Unis pour faire des études et des recherches evidence-based à niveau de la médecine complémentaire. Ce n'est pas que l'acupuncture ou que la médecine chinoise, mais bon, surtout dans ce milieu-là. Donc, si vous voulez, ça c'est la médecine chinoise aujourd'hui. En Chine, le budget global du gouvernement, je crois, maintenant je ne veux pas dire des chiffres fausses, mais je crois que c'est autour de 10 milliards de renminbi par an qui donnent à la recherche, aux hôpitaux, tout. En Chine, vous parlez de peut-être
je ne sais pas, mais je dirais autour de 10 000 hôpitaux de médecine chinoise dans toute la Chine. Si vous parlez de phytothérapie, je me souviens d'une donnée qui était en 2000, non, je devrais vérifier, mais je crois 2003 ou 2004, le 10% du budget global des médicaments allemands, ça allait à la phytothérapie. C'est énorme, 10% c'est énorme. Je crois qu'en 1996, aux États-Unis, un professeur de Harvard que je connais, Heisenberg, il a écrit un article sur le New England Journal of Medicine en disant que en 1996, aux États-Unis, c'est un peu dur de me souvenir de tout, mais je crois qu'il disait que du genre un tiers de la dépense de la santé globale américaine, un tiers, ça va à la médecine complémentaire. Énorme. Ouais. Donc c'est pour ça que le gouvernement a créé cette commission nationale, etc. Et ça a commencé à dire, bon, ben, on va englober toute la médecine complémentaire, donc surtout l'agriculture, etc. Dans la recherche, on va créer des diplômes à niveau fédéral, etc. On va la contrôler. Donc c'est ce qu'ils font en Chine. Donc ça, c'est la médecine chinoise aujourd'hui. C'est difficile de dire les principes, c'est énorme. Tout à fait. Et c'est pas une médecine, alors pour la deuxième question que vous m'avez posée, c'est pas une médecine, c'est pas une médecine préventive ou curative, c'est une médecine. Donc si vous avez une hernie discale, vous venez chez moi et je vous traite l'hernie discale. Si vous avez par exemple un problème de poids important, là je parle alors là, vous pouvez dire c'est un problème actuel, mais le poids en soi c'est pas une maladie, même si aujourd'hui est considéré presque une maladie, l'obésité est considérée une maladie. Mais vous aurez des aspects du genre l'arthrose au genou, l'hypertension, je sais pas, le diabète, tout ça relationné au poids. Alors si vous venez pour traiter le poids et vous avez tout ça, si vous voulez, l'acupuncture ça devient une médecine curative parce que je vous fais maigrir, je vous améliore les douleurs au genou, etc. Si vous avez que le poids et vous voulez prévenir le vieillissement, vous voulez prévenir des maladies dans le futur, etc., alors si vous voulez, c'est un peu préventif. Mais c'est pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas une médecine préventive. Aujourd'hui, cette vision-là, c'est une vision un peu vieille. Aujourd'hui, justement, la vision n'est plus comme ça. Il y a un consensus global à niveau mondial sur tout ce que c'est l'agriculture et tout ce que ce sont les résultats. C'est plus une discussion de dire j'y crois pas, ça marche pas, c'est plus comme ça. Là, on vient de sortir avec Marc, on a regardé avant, par exemple, vous regardez acupuncture et cancer. Dans le National Institute of Health, NIH, ils ont une Public Medical Library, qui est un truc online, qui est une récolte de tous les articles mondiaux qui sortent sur la médecine. Études scientifiques, pardon, avec un critère de sélection sérieux. Donc, si vous voulez chercher un article de médecine qui soit avec un critère minimal sérieux, vous cherchez là. Alors, si vous cliquez sur PubMed et vous mettez Cancer and Acupuncture, vous avez 1100 articles. 1100 articles. Vous cliquez et vous avez, je ne sais pas moi, Overweight and Acupuncture, ou diète et acupuncture, ou arthrose, ou headache, ou ce que vous voulez, vous avez 200, 300 articles. Et c'est des articles qui vont 2013, 2014, 2012, etc., qui sont des études scientifiques qui sont faites dans les universités ici et là. Comme il n'y a pas de boîte pharmaceutique derrière qui gagne de l'argent en vendant des produits, les études, les recherches scientifiques qui sont faites sur l'agriculture doivent être financées ou par les États ou par principalement par les États, parce que sinon il n'y en a pas, ou par des universités si elles ont les moyens. Donc, si vous voulez, il y a quand même énormément d'articles en considérant que le financement est réduit de la part de l'industrie pharmaceutique. Si vous cherchez des articles sur n'importe quelle maladie traitée par la médecine occidentale, évidemment, vous avez beaucoup de financement parce que c'est l'initiative privée qui finance, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, la médecine chinoise, la vision, c'est beaucoup différent. C'est plus en opposition avec la médecine occidentale. C'est considéré mainstream medicine. D'accord. Après, vous avez évidemment des médecins qui ne l'acceptent pas, et vous avez des médecins qui sont d'accord, etc. Mais à ce point-là, ce n'est plus possible de dire « moi, j'y crois pas », même comme médecin. Parce que dire ça, ça veut dire ne pas se renseigner sur ce qui se passe dans la médecine, ne pas lire les journaux, ne pas lire les dernières revues.
J'imagine que vous soignez dans vos centres des gens qui ont tout âge, de jeunes, même peut-être des enfants jusqu'à des gens très âgés. Comment est-ce que vous voyez le fait, comment vous définiriez, qu'est-ce que vous faites pour des gens qui cherchent à être en meilleure forme physique, mentale, en meilleure santé? Mais alors, C'est très vaste, je sais bien, mais oui, non, mais comme c'est très vaste, je peux vous prendre un cas parce que sinon c'est trop grand. Si vous parlez d'être en meilleure santé, si on prend les chiffres, on peut se dire qu'un des plus énormes problèmes aujourd'hui de l'humanité, dans le vieillissement et aussi dans tout ce qui est maladie, c'est l'obésité, c'est le surpoids. Juste en Suisse, ça coûte autour de 8 milliards par an. Juste en Suisse, l'obésité, c'est énorme. Dans le monde entier, c'est énorme, c'est un problème énorme. Pas que aux États-Unis, même en Chine, même aux États-Unis, même en Inde, même partout. Donc, par exemple, dans ça, vous avez des trends à niveau global parce que les coûts pour la société sont énormes. Donc, juste les États-Unis, il y a, si vous voulez, je vous cite un cas intéressant médical, un peu technique, mais c'est intéressant, vous allez le regarder. Alors, il y a une maladie qu'on connaît depuis quelques années, c'est pas énorme, c'est pas très long, donc on la connaît. Elle s'appelle NASH, N-A-S-H. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La NASH, c'est la Non-Alcoholic Steatohepatitis. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui que si vous avez un foie gras et vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez quand même développer une hépatite. Jusqu'à il y a quelques années, on pensait que l'hépatite, vous la développez seulement en buvant de l'alcool. Aujourd'hui, on sait que si vous avez un foie gras, vous ne développez toujours pas à 100%, mais vous développez une hépatite. Et l'hépatite, vous la devient presque toujours, si elle est chronique, ça devient presque toujours cirrhose, ça devient cancer, et vous êtes mort. Ou sinon, la chance que vous avez, une fois qu'elle est cirrhose, ça rejoint le développement dans le damage au foie, rejoigne un point of no return, c'est-à-dire le foie, il y a des cicatrices partout, jusqu'à un point où c'est plus convertible en arrière. Normalement, c'est convertible, mais ça arrive à un point où c'est plus convertible. Donc, si vous voulez, la seule solution à ce point-là, c'est la transplantation hépatique. Alors, la NASH, ça vient quand vous êtes en surpoids. Et si vous êtes en surpoids, vous ne pouvez rien faire pour soigner la NASH, sauf perdre du poids. Donc, c'est un catch-22, ce que disent les Américains. Donc, l'énorme problème que c'est le surpoids en Amérique, par exemple, la NASH, ça représente un énormissime problème. Parce que s'il y a une épidémie de NASH en Amérique, les coûts pour la santé sont, moi je ne sais pas les estimer, mais moi je m'imagine que ça peut faire tomber le gouvernement. C'est énorme, c'est énorme. Parce que vous avez énormément de gens qui sont en surpoids. Et pour faire passer la NASH, donc il y a beaucoup de recherches. Alors la NASH c'est juste une chose, après on sait très bien qu'il y a le diabète, l'hypertension, le cancer, l'infarctus, tout ce que vous voulez. Non? Alors, évidemment, pour faire descendre les gens de poids, il y a de la recherche partout parce que on est bien conscient que c'est un gros problème dans le monde. Alors, il y a des trends. Le trend médical dit aujourd'hui, si vous êtes vraiment en surpoids, on laisse tomber les diètes, on ne fait plus les diètes parce qu'il y a l'effet yo-yo, on fait des bypass gastriques. Alors, bypass gastrique, c'est une opération très, très invasive, très forte, etc., qui a tous ses risques, tous ses composants, qui est très chère, et dans laquelle après on a une qualité de vie assez discutable, au minimum. Avec le bypass gastrique, il y a un effet yo-yo, tout autant qu'avec la diète. Donc, on remonte même avec le bypass gastrique. Alors, par exemple, si je dois dire ce qu'on fait nous avec l'acupuncture pour ce problème-là, c'est de se baser sur la recherche. La recherche dit que l'acupuncture est très efficace pour la perte de poids parce qu'elle manipule, et ça c'est très intéressant, mais ça c'est complexe, très complexe d'un point de vue biochimique, mais l'acupuncture, disons, interagit, je peux vous envoyer les articles, ça interagit beaucoup avec des hormones qui s'appellent les incrétines. Ça s'appelle la gréline, la leptine, l'insuline, il y en a beaucoup. C'est démontré que ça interagit énormément avec ça. Donc, il y a pas mal d'études, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'études super conclusives, mais il y en a beaucoup qui démontrent qu'avec l'acupuncture, on
change la résistance, par exemple. Là, ça va un peu trop dans le compliqué. Non, mais je vois très bien. Alors, quand vous êtes en surpoids, théoriquement, une des théories, c'est que vous avez, le corps a une résistance aux incrétines. Les incrétines, c'est des hormones qui règlent votre poids, qui vous font baisser ou monter, qui vous font baisser normalement. Donc, quand vous êtes en surpoids, c'est un peu comme le diabète type 1. Il y a une résistance à l'insuline. Là, il y a une résistance à l'incrétine. Ça, c'est une théorie. Alors, ce qui est démontré dans beaucoup d'études de base, dans les rats, etc., c'est que l'acupuncture augmente la concentration des incrétines et réduit la résistance. Donc, avec l'acupuncture, à parité de diète, vous baissez beaucoup plus, et avec beaucoup moins de fatigue. Pratiquement, vous augmentez le métabolisme. Alors là, moi j'ai plein de patients qui viennent faire la diète parce qu'avec une diète stricte, normale, pas une diète hyperprotéique par exemple, pas du tout une diète hyperprotéique qui sont dangereuses, mais une diète quand même stricte et métabolique, disons, assez importante, et l'acupuncture, vous arrivez à faire baisser les gens sérieusement jusqu'au poids forme. Et le poids forme est considéré un poids forme strict, c'est-à-dire pour un homme, hauteur moins 100, moins un peu. Pour une femme, hauteur moins 100, moins 15%. Il faut que je vienne chez vous alors. Ben voilà, c'est ça que je suis en train de vous amener là. Mais alors là, tout ça, c'est évidemment, c'est une capacité. Alors, si vous faites ça, vous avez d'abord, les gens vivent mieux, c'est évident. Ils vont vieillir théoriquement beaucoup plus longtemps, théoriquement, parce qu'on ne sait jamais, mais bon. Et vous faites une prévention importante de tout ce que sont les effets collatéraux de l'obésité. La nage, l'hypertension, le diabète, les arthroses, les arthrites, le cancer, c'est très important. L'obésité, c'est encore un facteur de risque pour le cancer. Voilà. Alors, dernière question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Comment est-ce que vous définissez être en forme? Ben, moi, je dirais que si vous voulez définir ça, vous avez, selon moi, différents critères. Donc, un critère, ça peut être le critère, disons, du consensus médical. Si on se dit on veut être en forme, il y a une partie, disons comme ça, plus ou moins scientifique, médicale, qui vous disent que si vous buvez plus de 3 verres par jour, vous êtes alcoolique dans cette eau. Donc ça peut rentrer dans une forme. Pour moi, ça ne s'applique pas. Si vous pesez ce que je vous ai dit avant, le poids forme, c'est ça. Donc, si vous êtes là, vous êtes théoriquement en forme. Après, évidemment, il ne faut pas avoir des maladies, c'est sûr, parce que si vous avez l'hypertension essentielle, même si vous descendez avec le poids, vous avez quand même toujours l'hypertension. Si vous avez une maladie auto-immune, vous avez de la malchance et vous n'êtes pas en forme. Après, à côté de ça, il y a un aspect aussi qu'on peut définir plus ou moins scientifique, mais qu'on pourrait aussi déplacer dans le plus common sense, qui peut être tout l'aspect psychologique, psycho-émotionnel, etc. Alors, on peut très bien parler comme un psychiatre de dépression, d'angoisse, de ci, de ça, de maladies psychosomatiques, mais on peut aussi parler de well-being, de se sentir bien en soi-même, de se sentir bien avec ses propres émotions. Après, on peut dire, évidemment, ce que dit tout le monde, c'est de faire du mouvement, c'est de faire du sport, etc. D'accord, ça c'est très bien, l'activité physique c'est important. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'activité physique? C'est ce que disent les Américains d'aller à faire du fitness tous les jours comme un fou avec la radio dans les oreilles, ou c'est faire le qigong, comme disent les Chinois, et la méditation? Ou c'est d'aller marcher dans la nature? Alors là aussi, vous avez le consensus médical, et après vous avez le common sense, et après vous avez les passions. C'est sûr que faire bouger le corps, c'est bien. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux faire, mais ça c'est mon idée personnelle, que c'est mieux faire des choses du genre, tu vas un peu plus vers l'asiatique, du genre des arts martiaux ou un sport du genre le qigong ou comme ça. Moi, je ne fais pas, mais je pense que c'est bien. De l'autre côté, vous avez l'aspect social dans le sport. Alors, si vous jouez à foot, comme moi je joue, que j'adore, vous risquez de vous faire mal. Alors là, vous êtes moins en forme. Voilà. Être en forme, moi je pense qu'il faut le définir sur plusieurs aspects. Et après, vous avez comme dernier aspect, pour être en forme, vous avez une idée de prévention du vieillissement. Ça, on peut aussi le dire. Alors là, ça retourne dans tout ce qui est l'aspect scientifique, mais là aussi il faut faire vraiment attention parce que là vous avez écouté
Certaines personnes ils vous disent qu'il faut prendre des tonnes de vitamines, de ci, de ça, d'apélateurs, etc. Après, pas forcément vous avez le consensus musical de ça. D'autres personnes vous disent qu'il faut prendre l'aspirine cardio pour ne pas faire l'infarctus. Moi, par exemple, je pense que avoir une vie, disons, moi, ce que je fais pour moi, j'ai une vision assez proactive du fait d'être en forme et du fait de faire disons comme ça, anti-vieillissement. Et proactif, bon, mais je suis un peu hypochondriaque, mais proactif, ça peut aller à la limite de se faire faire un examen génétique pour voir si on a une tendance à avoir un cancer, de prendre l'aspirine cardio pour ne pas faire l'infarctus, c'est parce que ça diminue les chances d'avoir des cancers, de faire l'acupuncture pour améliorer son sommeil, dormir bien, par exemple, c'est super important pour être en forme. Ça, c'est très, concrètement, c'est très important, c'est peut-être presque basique. Alors, dormir bien, est-ce que vous dormez bien avec la tempesta ou vous dormez mieux avec l'acupuncture? Moi, l'acupuncture, c'est mieux. Bonne question. Super.